Bonjour, bienvenue dans cette marathon de table ronde. Donc on va essayer d'en faire une un peu légère, où vous pouvez intervenir librement et assez vite, puisque on est sur la base du libre-échange, il n'y aura pas de conférence. Je vais quand même vous présenter avant, pour cette table ronde, nos invités. Donc, alors vous ne les verrez pas, parce qu'on est plus bas que vous, je crois. Thomas Bardinet, qui est donc à votre gauche, Thierry de Peretti, donc deux cinéastes, Pascal Faure, qui est responsable du court-métrage à Canal+, Valentine Roulet, qui est chef du service création au CNC, Thomas Salvador, cinéaste, et moi-même, qui, pour le compte du groupe Fiction, le groupe des professionnels de la fiction de la Nouvelle-Aquitaine, a initié et coordonne cette table ronde avec le FIFIP Création. On est très heureux d'être là pour une table ronde qui s'intitule « Comment devenir cinéaste et le rester ». Donc, deux questions qui n'ont peut-être pas forcément à voir l'une avec l'autre, ou peut-être, ce sera un peu l'objet de cette table ronde. Comment devenir cinéaste? Vous savez que ce n'est pas toujours si simple. Comment, quand on n'a pas de réseau, quand on n'est pas dans le système, quand on a un projet très différent, comment faire des films, à quelle vitesse, avec des copains, sans les copains, avec beaucoup d'argent ou très peu d'argent. Bon, cette question-là, pour ceux qui sont jeunes réalisateurs ici, vous la connaissez. On en parle très souvent. Donc, c'était l'occasion d'en parler aussi avec des cinéastes qui sont plus expérimentés, ont déjà fait un certain nombre de films, mais qui, comme tout le monde, ont dû commencer. Et puis, comment le rester? Parce que, comme vous le savez aussi, et de plus en plus, faire un premier cours, un deuxième cours, un troisième cours ou un premier ou un second, parfois on y arrive, mais après, continuer, c'est pas si simple pour plein de raisons aussi. Le deuxième ou le troisième long métrage en France, c'est pas une chose aisée. Parfois, on a fait le premier film à l'énergie et le deuxième, on veut le faire un peu différemment et on se rend compte que différemment, c'est pas non plus si facile. Quand bien même, on aurait fait un beau premier film. Voilà, parce que le système a sa lourdeur, sa lenteur, son inertie, ses réseaux aussi. Et puis, voilà, et à la fois, c'est le paradoxe français, beaucoup de films qui se font et une certaine difficulté à en faire. Voilà, donc ça sera un peu le sujet de cette table ronde. Et face à ça, voilà, l'idée c'était de proposer à des cinéastes de nous dire quels étaient leurs gris-gris, leur système D, tactique pour instinct de survie, pour continuer à faire des films qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'il faut multiplier les projets, pas les multiplier? Voilà, autant de questions, j'espère que auxquelles chacun pourra répondre. On a invité également un diffuseur, Canal+, et le CNC, puisqu'il voit passer énormément de projets. Enfin, il voit passer tous les projets de court-métrage français qui se font chaque année. Et il voit passer beaucoup de cinéastes aussi avec leurs peurs, leurs craintes, leurs succès. Et donc, c'est plus un regard un peu d'observateur assez rapproché, mais qui permet de faire aussi une moyenne pour ne pas être simplement dans la question de l'expérience, mais aussi que vous nous fassiez part de ce que vous avez pu voir et puis comment vous avez eu le sentiment aussi que les choses ont progressé, reculé. Voilà. Je vais d'abord laisser la parole au cinéaste. Et alors, il y a un micro en face, je ne sais pas s'il marche. Et proposer par exemple à Thomas Bardinet de nous faire part de son expérience et de sa réflexion sur ces questions. Voilà. Bon, merci Thierry pour ce cadeau empoisonné. C'est moi qui dois commencer. Ils sont tous vachement... Ils soufflent un coup, les deux autres. Oui, je vais essayer. Donc, vite fait, moi, c'est intéressant parce que je pense qu'on a tous les trois des parcours assez différents. Moi, j'ai un parcours finalement assez classique puisque j'ai fait ce qui s'appelait l'IDEC, donc la FEMIS, en réalisation et en scénario. En réalisation et en montage, puisque à l'époque, on en faisait les deux à l'IDEC. Voilà. Voilà, et ensuite pour aller vite, disons que moi j'ai trouvé après la FEMIS, l'IDEC, enfin une famille que j'ai constituée avec des réalisateurs, certains qui sont devenus connus comme Laurent Canté, d'autres qui sont moins connus mais avec lesquels je suis resté très proche comme Vincent Dietschy ou Dominique Moll, Gilles Marchand. Donc on a fondé une petite famille, une coopérative, et je pense que ça a été, en tout cas dans mon parcours de cinéaste, ça a été un moment extrêmement important.
Et donc, moi, je travaillais sur les films des uns et des autres. On était très différents. D'ailleurs, on s'est un peu fâchés après, mais ça faisait partie du plaisir, je veux dire. Et voilà, je pense, ce moment comme ça de questionnement ensemble a été un moment presque plus important. Enfin, même si c'est l'école qui nous a rassemblés, mais ce moment a été un moment extrêmement important dans mon parcours. Donc, à partir de là, j'ai fait des courts-métrages, et puis mon premier long-métrage à Serena Productions. Tu disais qu'on partitionne, donc je m'arrête peut-être là et on. Ouais, non, c'est une bonne idée. Alors, non, mais d'accord. Donc, les difficultés, effectivement, quand tu dis, c'est le truc sur la durée, quoi. D'une certaine façon, moi, c'est allé assez vite puisque j'ai eu un Grand Prix à Clermont, j'ai eu des courts métrages qui ont du succès. Pascal, une histoire assez jolie, c'est que mon producteur Vincent est allé un jour et c'est vrai que ça arrive. Donc, il avait 2 courts métrages en VHS, un de lui que j'avais monté et un de moi, et donc il a donné à Pascal, qui a regardé les films et elle a dit oh c'est super et elle nous a acheté. Et pour nous ça a été, enfin tu le sais mais ou tu sais pas, mais c'était un espèce de truc incroyable, enfin tout d'un coup de se dire finalement c'est possible d'être ça soit aussi simple que ça, quoi, ce qui est hélas rarement le cas, je le dis, mais ça s'est passé comme ça. Les films n'étaient même pas sélectionnés à Clermont puisqu'ils étaient allés à Clermont non sélectionnés. Ouais, il n'y avait pas le marché. Donc ça s'était fait comme ça. Et bon, ils avaient regardé, je pense, tu avais regardé. Une demi-heure après, on avait notre pré-vente. Donc je me souviens de Vincent m'appelant. Tu connais Vincent, je crois un peu. M'appelant comme ça, super ému. Et c'était un espèce de début comme ça. Voilà. Donc ça a été plutôt facile. Ce qui a été plus difficile, moi j'ai eu du mal à faire mon premier long métrage, mais j'ai réussi quand même à le faire sans le CNC. Enfin voilà, avec de l'argent, on va dire, j'ai piqué un peu d'argent à mon père, pour dire la vérité. Voilà, j'ai tourné chez lui, enfin j'ai mis la maison à sac, littéralement, donc pour le film qui s'appelle Cri de Tarzan. Et finalement, à force d'emmerder Canal+, on a réussi aussi à le vendre à Canal+, qui est, à mon avis, était possible à l'époque, mais ne l'est plus maintenant. Sur un film comme ça, aussi fragile, aussi petit, je pense qu'on y était arrivé. Voilà. Le film a eu une sortie, a fait des festivals. Voilà. Et après, la question de la durée, peut-être qu'on fait le tour et après on reparle de ça, parce que j'ai l'impression que j'ai raconté à peu près tout ce qu'il fallait sur la première partie. C'est-à-dire, c'est comment devenir cinéaste. Donc voilà comment je suis devenu cinéaste. Comment je le suis resté, c'est peut-être un autre chapitre, non? D'accord. Non, j'aime pas. Ouais, donc tu as fait. Bon, oui. Non, mais après, on parle de comment chacun en est resté. Non, Thierry de Peretti. Ok, alors je vais essayer de faire vite aussi. Moi, j'ai un autre parcours. Je suis acteur d'abord. J'ai joué au théâtre, dans quelques films, etc. J'ai fait beaucoup de théâtre en tant que metteur en scène dans le théâtre public. Je voulais faire des films parce que c'était plus c'était plus ma culture, on va dire, de spectateur. Je viens d'un endroit, la Corse, où il n'y avait pas de théâtre, mais il y avait du cinéma, il y avait la VHS, etc. Donc ça faisait longtemps que je voulais faire des films. C'est à l'occasion de la rencontre avec un producteur qui était Pascal Cocheteux de Why Not Productions, en discutant sans aucun projet, qu'il m'a proposé de faire un court-métrage, d'essayer. Voilà. Et qu'à partir du moment où il y avait cette opportunité-là, immédiatement, je me suis posé la question de mon territoire de cinéma, parce que je ne m'étais pas posé la question de, voilà, j'ai envie de faire des films, mais quoi filmer? Et très vite, la question, la Corse en tant que territoire physique et aussi en tant qu'imaginaire est venue. J'ai fait mon premier court-métrage comme ça, un deuxième sans autoproduit, on va dire, comme ça, à la fois sans scénario, mais avec un groupe d'amis, avec une compagnie, une troupe, un peu comme on peut le faire au théâtre. Et ça a été l'occasion de monter un collectif aussi, un peu comme ce que tu racontes. C'est une société de production, mais qui fonctionne plus comme une coopérative ou un collectif, je ne sais pas, qui s'appelle Stanley White, et qui a coproduit mon premier long métrage qui s'appelle Les Apaches, qui a été assez long à monter, mais bon, un peu comme tous les premiers longs métrages, j'ai l'impression, qu'on a fait avec le CNC, l'Avance sur Recette, la région Corse, qui soutient mon travail depuis vraiment les premiers cours. Et on l'a fait comme ça, avec 3 sous en plus, quoi, mais on l'a fait sans distributeur. Et voilà, c'est un film qui a été à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, qui a trouvé un distributeur à ce moment-là. Par rapport à ce que vous dites sur la question, parce que de parcours différents,
quel conseil vous donneriez? Parce que là, quand tu parles d'autoproduction, de groupe de copains, de films faits sur l'énergie coûte que coûte, aujourd'hui, c'est vrai que pour n'importe quel jeune cinéaste, la question, quand ils ont un projet de court, par exemple, ou même de long, hein, la question, c'est quelle est ma stratégie? Je veux dire, à quel prix je le fais? Comment je dois le faire? C'est-à-dire, certains vont dire, bah non, il faut déposer au CNC, aller chercher de l'argent, faire pour ça. Il y en a d'autres qui vont dire, bah écoute, ton premier cours, il faut absolument pas le faire de manière classique, académique. Il faut y aller à fond avec des copains et surtout éviter d'aller chercher de l'argent et être tout de suite au plus près de son désir. Je veux dire, quand on commence, quel conseil vous, depuis là où vous êtes aujourd'hui, vous donnerez à un jeune cinéaste? C'est-à-dire, c'est quoi l'idée? C'est que s'acharner sur un projet, en avoir plusieurs, en avoir un bien financé, un pas financé, avoir des copains, ne pas en avoir, c'est quoi l'idée? Mais c'est personnel. Hein, Oui, chacun. alors moi je viens pas d'école, j'ai pas fait la FEMIS, tout ça, donc c'était très important de me mettre, et ça venait aussi de ma pratique du théâtre, de fabriquer tout de suite. Fabriquer tout de suite, ça veut dire à la fois prendre une caméra, engager immédiatement un processus de casting dès les premières notes sur un scénario, aller voir des lieux, d'être voilà, de pratiquer, voilà, ça c'est la première chose. Et après, ça dépend des, voilà. Le deuxième film que j'ai fait comme ça, autoproduit, qui s'appelle Sleepwalkers, c'était le projet même qui s'écrivent en cours avec un groupe d'amis. C'était l'idée de tester moi je voulais tester ceux dont j'avais besoin et ceux dont j'avais pas besoin par rapport à une idée de qu'est-ce que c'est un tournage en fait. Comme on tourne assez peu finalement, assez peu souvent, il y a un peu une mythologie de voilà, on croit qu'on a besoin de telle ou telle chose, d'une équipe grosse ou d'une équipe comme ci ou comme ça, et moi j'avais besoin de l'éprouver, voilà. Mais après ce film fait très comme ça, autoproduit en très peu de temps, j'ai mis énormément de temps à le monter et que il n'était pas, je savais qu'il n'allait pas avoir une vie de tout d'un coup, il n'allait pas sortir en salle, il n'allait pas faire de festival. C'était important pour moi de garder en tête que ce film-là, il était fait comme un truc de formation, entre guillemets. Le premier long, il avait un autre objectif, c'était l'idée qu'il fallait qu'il sorte en salle, et donc pour ça, qu'il s'inscrive dans quelque chose qui est le marché, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais ça, c'est une vraie question, celle de la fabrication et celle de se tester soi-même ou de devenir cinéaste. Quand on dit comment devenir cinéaste, est-ce qu'on peut devenir cinéaste en écrivant un scénario et en n'ayant jamais soi-même essayé, même en termes de loisirs, de pratiquer le cinéma? Je veux dire, est-ce que ce n'est pas une condition sine qua non pour envisager un projet plus solide, mieux financé? Alors, en tout cas, moi, je sais que le truc un peu qu'on avait en commun à Sérénade, c'était de tourner vite, quoi. C'est-à-dire que écriture, tournage, ça devait aller vite. Moi, le premier film que j'ai fait à Sérénade, j'avais travaillé comme assistant monteur, et avec eux, j'ai trouvé des boîtes, puisqu'à l'époque, on tournait en 16. Et il y avait une espèce d'idée qu'entre l'idée et le tournage, il fallait qu'il y ait peu de temps, tout simplement parce qu'on est jeune, on change. Enfin, on est jeune. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'élan dans le court-métrage que je trouve assez merveilleux, quoi. Enfin, et moi, j'ai toujours cru à cette idée-là, que c'est très compliqué de traîner une idée de court-métrage trop longtemps. Bon, moi, c'est ma façon, ma respiration. J'ai l'impression que tu partages un petit peu celle-là. Et après, chacun cette façon. Donc, toi, tu as un rapport aux acteurs qui est particulier. Moi, j'ai pas forcément, même si j'ai joué dans certains de mes courts-métrages, quelque chose comme ça. Enfin, Thomas, il va peut-être parler aussi de son rapport aussi à son corps, comment il joue avec son corps dans les films. Mais non, mais c'est vachement important dans ton cinéma quand même. Donc, on a tous comme ça un rapport à quelque chose de concret en fait du cinéma, et je pense qu'il y a quelque chose effectivement dans l'apprentissage qui est important de passer par ce truc concret. Le cinéma, c'est contrairement à ce qu'on croit, c'est pas été au départ un scénario, ça a été quelqu'un qui a filmé la sortie des usines Lumière ou le train Gare de la Ciotat. Il y a un peu de mise en scène, mais il n'y a pas vraiment de scénario. Il y a une envie de filmer quelque chose. Et je trouve que c'est toujours bien de démarrer par quelque chose qu'on a envie de... Alors le côté, tu parles copain et tout ça. Alors après, c'est quoi copain ou film qu'on fait? Moi, je sais que le premier film que j'ai fait, c'est celui que j'ai fait en dehors de la FEMIS. Je peux considérer que c'est un film de copain, mais finalement, je l'ai vendu à Canal, il a eu quelques prix dans les festivals. Donc, on ne sait jamais, quand on fait un film, il faut le faire avec cœur. On ne se dit pas, oui, on fait un film un peu foireux. Non, on ne se dit pas ça, quoi. Jamais. Il y a quelque chose de, je crois, important, en tout cas, dans les premiers courts-métrages, de cette idée d'élan. Et je pense que d'autant plus à une époque maintenant où on peut quand même utiliser des matériaux. Avec un portable, quasiment, on a une image qu'on peut projeter sur un grand écran. Moi, quand j'ai fait commencer des films, ce n'était pas possible. Ça, c'est quand même un énorme changement par rapport à, je pense, à notre... Enfin, je ne vais pas jouer au vieux con, mais oui, à mon
mon époque, quoi. Enfin, nous, on passait par le 16 forcément si on voulait avoir une image, on va dire, qui pouvait se présenter dans des festivals. Maintenant, il y a quand même une facilité, et ça, les jeunes ne peuvent pas faire comme si ça n'existait pas. C'est pas possible, quoi. Thomas, justement, par rapport à cette spontanéité, effectivement, je rejoins ce que dit Thomas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé avec des moyens de production, de post-production, qui sont extrêmement élaborés, qui permettent à chacun de faire un film d'une très grande qualité, et qu'on a, en fait, la technologie a permis de retrouver de la vitesse, et parfois, disons, la façon de faire les films aujourd'hui reste quand même assez lente dans leur processus. Ouais, ça s'est passé comment, et par rapport à ce qui a été dit sur cette histoire d'autoproduction, de droit à l'erreur aussi, en fait, de pouvoir faire un film, de le rater. Quand on fait un film à zéro, c'est plus facile de se dire qu'on peut le rater que quand on a 120 000 euros et une équipe derrière. Vaste question. Enfin, il y a plein de thèmes qui ont déjà été abordés, mais je vais revenir rapidement sur mon parcours qui est différent du vôtre. Donc moi, j'ai pas fait d'études, donc pas d'école de cinéma ni rien. Mais je veux être cinéaste depuis que j'ai 14-15 ans. J'allais au cinéma tous les jours à partir de l'adolescence et voilà, je voulais faire ça. J'ai produit mon premier court-métrage tout seul avec l'argent d'un cambriolage. Alors ça fait toujours sourire, mais c'est avec l'assurance. J'ai été cambriolé et le maire... J'aurais tellement aimé avoir fait moi-même un cambriolage pour ma propre légende et puis dire mais non, c'est l'assurance. Mais j'avais pas grand-chose, mais je me suis débrouillé. Il fallait que à l'époque, on me disait mais tu sais qu'il y a des aides, le CNC, les télés. Et moi, il fallait que je paye, quoi. Il y avait un truc, il fallait que je le fasse moi-même. Et j'ai récupéré, je connaissais personne à l'époque, de la pellicule, une caméra 16 mm. J'ai monté sur une table Atlas. Ça vous dit rien, mais c'est avec des gants blancs et en traditionnel, quoi. Avec, je ne suis pas si vieux que ça. Hein, le montage virtuel existait déjà à l'époque, mais c'était aussi par rapport à mon rapport à la cinéphilie. Voilà, premier film en 16 mm, et puis un montage, voilà, tout seul dans une cave, sur le petit écran avec les bobines. Ce film, je l'ai fini et je ne l'ai pas montré pendant 3 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était important de le faire. Et puis, sans doute, le film était peut-être un peu, sans doute intime, la peur de je ne sais pas quoi. Et puis, les gens me disaient, le film que tu as tourné, quand même, et au bout de 3 ans, je l'ai montré à quelqu'un. Puis, il a été à côté court. Il a été passé sur Arte. Et après, voilà, j'ai fait d'autres films de manière plus traditionnelle avec une production. En fait, j'ai montré ce film à des producteurs. J'avais regardé le catalogue de Clermont-Ferrand. J'y étais même allé. J'étais courageux à l'époque. Et j'avais regardé des films et j'avais envoyé un courrier où j'avais demandé un téléphone. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Enfin, si, tout juste. Faut que j'arrête de me vieillir après. Et j'avais vu les films que j'avais bien aimés et je leur avais dit j'ai fait un film, il fait 7 minutes, est-ce que vous voulez bien venir? Et c'était dans un cinéma parce qu'on pouvait pas. Donc c'était projection double bande avec le projectionniste que je payais au black comme ça le matin. Et j'ai trouvé un producteur. Voilà. Et après, et c'est vrai qu'après, on a ce réflexe des commissions. C'est vraiment de ma génération, je pense qu'il y a beaucoup moins ça aujourd'hui parce que comme Thomas l'a dit, moi, faire un film, je n'allais pas faire avec le caméscope de mon grand-père. Donc, il fallait quand même de l'argent parce qu'il fallait payer un laboratoire. Parce que quand bien même on trouvait les moyens de se faire prêter la pellicule, une caméra, enfin offrir la pellicule, parce qu'on ne la rend pas après, il y avait quand même, ça coûtait quand même cher, quoi. Et puis, voilà, donc moi j'ai fait des courts-métrages qui ont eu du succès grandissant, enfin jusqu'à mon dernier. Voilà, donc j'avais une visibilité. Après, il y a eu pas loin de 8-9 ans entre mon dernier court-métrage et mon premier long-métrage. Rapidement, moi, je sais faire, et j'ai envie de faire que ce que je sens vraiment, et j'ai jamais eu plusieurs projets, pour ce qui me concerne. Et même parfois, j'avais pas de projet, j'attendais que ça vienne, et puis quand ça venait, j'y allais. C'est vrai que j'ai jamais eu de déchets, entre guillemets, il y a jamais un film que j'ai écrit et que je n'ai pas fait. Peut-être j'ai de la chance, mais je suis lent donc en même temps, bon bref. Et puis voilà, j'avais un projet un peu fiction documentaire en montagne dans lequel j'aurais joué un jeune alpiniste avec un alpiniste qui était mon idole quand j'étais adolescent et qui est mort, voilà, juste avant qu'on lance un peu la machine. Voilà, donc ça c'est personnel. Il m'a fallu un temps aussi pour avoir un nouveau projet. Tu me dis si je suis trop long. Hein. Un peu long. Ouais, je suis trop long.
Je le savais. Donc bref, j'en arrive aujourd'hui. Non, donc le premier long métrage, il a été long à financer et à écrire. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu ici. Il est très simple et souvent les choses très simples, c'est compliqué à écrire. Et puis dès que j'allais dans les commissions, on disait le projet est formidable, mais est-ce que c'est un film d'auteur? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est un film de super-héros? Est-ce que c'est un film d'action? Et ce à quoi je répondais, ce sera un peu tout ça, puis ce sera une comédie romantique au moment où ce sera romantique, puis un film d'action quand il y aura des poursuites. Mais donc on sentait un intérêt, notamment chez Canal+. Mais voilà, entre le premier dépôt à l'avance sur recette et l'obtention du financement, enfin, je crois qu'il y a eu plus de 3 ans, on a eu des dérogations des surdérogations. Et on a fini par le faire. Voilà. Et c'est vrai qu'entre le début de l'écriture et la sortie du film, il y a eu 7 ans. Et Thomas, Pardon, c'est trop long. ouais. Non, mais je vais te poser une question du coup. Oui. Si tu devais le refaire, tu le referais pareil? Bonne question. Je crois que je le ferai pareil. Moi, il se trouve que c'est vrai que ça a été très dur, parce que quand on est sur 5 ans, depuis 5 ans sur un film, et qu'on se dit mais il va peut-être tout ça, toute cette énergie, cet endettement, parce qu'il se trouve que moi, pour avoir du temps pour écrire, au bout d'un moment, quand on n'est plus payé et qu'on tient à faire ce film, faut faire des petits boulots, faut faire, enfin voilà, voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi en tout cas. À un moment de se dire tout ça pour peut-être ne pas faire ce film, c'est vrai que je suis devenu fou, quoi. Tu aurais revu la même chose donc. C'est dur à dire. Je sais pas. Mais est-ce que tu... Là, je suis en train de revivre la même chose. Non, je plaisante. Oui, mais non, parce que par rapport, on va aussi passer la parole à Pascal et à Valentine sur ce sujet. Mais tu dis, moi, je n'ai jamais eu qu'un projet. Est-ce que en avoir plusieurs, c'est pas aussi une façon d'avancer sur un projet quand l'autre met un peu plus de temps? C'est d'avoir plusieurs vitesses possibles dans sa propre création. Ça t'est jamais apparu une possibilité? C'est que j'ai jamais eu plusieurs désirs en même temps, plusieurs envies en même temps. En te forçant un peu? En fait, c'est ce que je fais là aujourd'hui. Voilà. Donc alors, je raconte juste une toute petite étape qui rejoint un peu tout ce que. C'est-à-dire que avant, enfin, un moment quand on commençait à désespérer de peut-être jamais faire Vincent n'a pas d'écaille, ma productrice et grande sœur qui est très sympathique, il lui restait un peu d'argent d'un long métrage qu'elle a bien financé tout ça. Et elle m'a dit, il faut que tu tournes, ça peut plus durer parce qu'un cinéaste, voilà, il faut qu'il tourne. Et elle m'a donné un peu d'argent et on s'est lancé dans un projet autoproduit avec un Canon 7D. On a acheté un petit Nagra numérique. Moi, j'étais complètement séché, enfin rincé par l'écriture de Vincent, donc j'arrivais pas à écrire. Je me suis dit, c'est une occasion, moi je veux tourner. Donc on tourne dans 2 semaines. Il n'y a pas de scénario, mais je commence à tourner dans 2 semaines. Et ça m'a fait un bien fou. Donc le film s'appelle Brick, je le finis là en ce moment, mais il a été en suspens pendant 5 ans. Et j'ai retourné, et puis les gens, et puis je me suis dit, mais c'est quand même, j'ai retrouvé le plaisir de la mise en scène. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné, parce que moi je suis un homme de terrain et d'action. J'adore choisir des décors, fabriquer des machines, des trucs. Mettre devant mon ordi, pour moi, c'est vraiment pas ça qui m'excite. Voilà, donc on a fait ce film en attendant le premier vrai film que j'ai interrompu parce que finalement on a eu 3 ans après l'avance sur recette, Canal+, et puis la région PACA en complément de l'avance qu'on avait donc et d'un distributeur. On s'est lancé dans le film dans des conditions vraiment très, très, très dures. Pareil, avec ma productrice, on se demande est-ce qu'on referait le tournage. Mais je pense que je le referai. Et puis, et par chance, je me permets de me plaindre un peu, je déteste me plaindre, mais je ne sais pas si c'est de la plainte, mais parce que ça s'est bien passé, on a une belle sortie, le film a plu. Il a eu le Grand Prix ici au FIFI il y a 2 ans d'ailleurs, il y a 3 ans. Donc voilà, donc c'est une longue aventure qui a été très pénible, mais qui se termine bien parce que voilà, il y a eu l'enthousiasme autour du film. Voilà. Donc en fait, moi, j'ai pas tellement varié les profils. En fait, tout le monde a pratiqué l'autoproduction, la spontanéité, tout le monde a eu du succès. Bon, il y a des gens qui ont fait des films avec de l'argent qui ont raté, il y en a qui ont fait sans argent qui ont aussi fait des films ratés. Il faut le savoir. Quoi. Ça existe aussi. Alors, je vais peut-être passer la parole à Valentine et à Pascal. Vous voyez ça d'un peu plus loin. Vous avez énormément d'exemples, voilà, de profils, de gens qui parfois déposent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et qui peuvent passer énormément de temps sur un projet de court ou sur un projet de long. Vous vous êtes confronté souvent à quelqu'un qui, à un moment, peut être en difficulté. Et puis, effectivement, comme le disait Thomas, un cinéaste, surtout un jeune cinéaste qui ne tourne pas,
je veux dire, ça finit par plus être un cinéaste, et jamais à un moment, il repart pas dans la pratique. Donc, comment vous, confronté à ça, vous réagissez, soit en termes de règlement, soit en termes d'accompagnement? Et alors, il y a beaucoup de profils de cinéastes. Il y a des gens qui viennent et qui ont qu'un seul film et qui feront jamais qu'un seul film et qui sont pourtant des cinéastes. On pense tous à Star Suburb, par exemple, qui est resté où le réalisateur n'a fait qu'un film et ça a été le maître de Gaspard Noé. Pourtant, il a fait qu'un court. Donc, je me dis, des fois, un cinéaste, ça s'inscrit pas forcément dans la durée. Ça peut être aussi, on peut être l'homme ou la femme d'un seul film et être un cinéaste. Nous, on n'est pas vraiment confrontés à ce type de profil. On est plutôt confrontés à des jeunes gens, des jeunes femmes qui viennent nous voir avec un scénario, beaucoup d'envie, des empressements, etc. Et on doit, nous, avec Brigitte Bardot qui est dans la salle, détecter non seulement des bons projets pour aussi diffuser, etc., mais aussi des cinéastes, ce qu'on risque d'accompagner, et on essaye de plus en plus jusqu'au long métrage. Donc on a vraiment des approches extrêmement différentes, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, et c'est souvent des réalisateurs qui, de toute façon, qu'on les aide ou qu'on les aide pas, ils feront leur film. Voilà. Ça nous semble tout de suite une démarche de cinéaste qui sortent d'école. Je pense à Emmanuel Urquin qui avait fait Le Dernier d'Essai Franc, qui travaille avec un collectif. Ils sont 2-3. Quand il y en a un qui réalise, l'autre fait la régie, un peu sur le mode de ce que vous faisiez à l'époque. Voilà. Donc ça tourne, qu'il y ait de l'argent, qu'il n'y ait pas d'argent. De toute façon, c'est ça, ils savent faire que ça, ils vont faire des films. Après, voilà, il y a aussi des profils comme le tien, où il y a des gens qui mettent beaucoup de temps à développer un scénario, etc. Mais on sait qu'ils vont revenir. Donc voilà, on doit toujours appréhender qui on a en face de nous et quelle est la meilleure façon d'intervenir. Bon, pour eux, la meilleure façon d'intervenir, il n'y en a qu'une, hein. On donne de l'argent, c'est la meilleure, il n'y a pas d'autre, tout de suite si possible. Mais on n'est pas là que pour ça aussi, on est là aussi pour dire ton projet il est super, mais améliore ci, bouge ça, etc. Donc on est aussi dans une espèce d'interaction, et on est aussi là pour leur expliquer aussi ce que c'est que le métier. Parce que le métier, c'est pas seulement écrire un film, le réaliser, savoir le faire, etc. C'est aussi comment se comporter avec des professionnels. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un, qu'on doit lui raconter son film, il ne faut pas raconter d'histoire, quoi. Enfin, pas la mauvaise histoire en tout cas. Il faut vraiment dire ce qu'on veut faire en fait. Ça aussi, c'est vachement important. Parce que des fois, on nous dit on va faire ci, on va faire ça, on dépose un projet. Et puis que le film arrive, ah ouais, mais il y a eu ci, il y a eu ça, on n'a pas... Non, c'est pas ça. C'est aussi savoir se comporter, prendre des risques, assumer ses choix, ses erreurs, et pouvoir toujours se représenter devant les financeurs. Enfin, peut-être tu auras cette expérience aussi, et dire et assumer comment on fait ce métier, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi une partie relationnelle, et assumer qui on est et la méthodologie qu'on utilise. Et oui, je t'ai un peu filouté un moment, mais regarde, c'est bien. Ok, d'accord, j'avais tort. Non, mais c'est aussi ce rapport qu'on doit. Et je pense que je suis diffuseuse à Canal, mais mes amis diffuseurs sur France Télévisions ou sur Arte, ils ont exactement le même type de comportement. Je pense qu'il faut aussi avoir confiance en comment on travaille, si c'est long, si c'est court, si ça va aller vite, si voilà. Mais toi, c'est quoi les 2-3 conseils que depuis Canal, et puis depuis le temps que tous les projets que tu as fait, le temps que tu accompagnes les cinéastes, c'est quoi 2-3 conseils que tu donnerais à un jeune cinéaste aujourd'hui? Alors, il y en a plus, il y en a beaucoup, hein. Mais bien travailler son envie, son projet, quel qu'il soit, avant de le présenter à des gens qui vont le financer. Parce que je pense que des fois, on a une opportunité, il ne faut pas la louper, puis il faut être bien prêt. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se présenter devant des diffuseurs et dire ah oui, ça, je n'étais pas sûr, oui, effectivement. Non, il faut être assez sûr de soi. Voilà. Quitte à assumer les pires conneries, hein, mais voilà, prendre une voix et dire voilà, c'est ça que je veux faire, c'est mon film, c'est mon projet, et être prêt, et pas revenir 3-4 fois devant quelqu'un en disant ah oui, bah, j'ai réécrit, alors j'ai pensé que... Alors, je pense que c'est pas une bonne perception qu'on peut avoir de quelqu'un. Même s'il réécrit, même si machin. Ou alors, il faut passer par des ateliers d'écriture, on accepte de se mettre dans des processus, mais quand on doit amener son projet avec un producteur, il faut être quand même assez sûr de Mais toi, soi. tu reçois des gens qui ont plutôt des producteurs, non?
Moi, je reçois des gens qui ont plutôt des producteurs, mais on va aussi dans des écoles, on rencontre aussi des cinéastes comme ça, au gré des festivals, qui n'ont pas encore forcément d'accompagnement. Donc c'est vrai, trouver son alter ego en production, c'est extrêmement important. Trouver la personne qui va enrichir, qui va suivre, qui va défendre et qui va aiguiller, qui va aussi faire entendre au réalisateur des choses qu'il n'arrive pas à percevoir. Ça, c'est important. Ça aussi, c'est un bon conseil. Est-ce que tu attends aujourd'hui d'un jeune cinéaste qui arrive, qui ait déjà fait ses propres projets autoproduits, ou qui ait déjà mis un peu les mains dans le cambouis avant, ou non, celui qui arrive avec simplement un scénario sans jamais avoir rien fait avant, a aussi une chance auprès de toi C'est possible. Regarde Xavier Legrand qui a fait Avant que de tout perdre, et là qui va sortir son long métrage qui a eu le Grand Prix à Venise, qui s'appelle Jusqu'à la garde, qui est diffusé ici. C'est son producteur Alexandre Gavras qui nous a appelés et qui a dit voilà, lisez ça. C'est un comédien. Il connaît aucune technique du cinéma. Il travaille au théâtre de Strasbourg. Il a écrit cette histoire, voilà. Et ça a été jusqu'aux Oscars. Donc ça existe. C'est possible. C'est possible. Il était accompagné par un producteur à 50%. À 50%. Non. Ça a été présenté par quelqu'un. Mais il n'avait rien fait. Et non seulement il n'avait rien fait, mais en plus, on n'a même pas eu l'occasion de le rencontrer. C'est-à-dire qu'on a eu, comme il était tellement occupé parce qu'il était en tournée, etc., qu'il y avait une urgence de tournage, on l'a juste eu au téléphone. Donc c'était encore pire que tout oui. comme rencontre. Après, mais il y avait un comédien. projet qui Après, c'est un comédien. Voilà. C'est pas ce que j'appelle rien faire en fait. Quand on est déjà comédien, on a un sens. Il était comédien de théâtre, hein, pas de cinéma. Hein. Non, c'est vrai. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Valentine, peut-être par rapport à ce que disait Pascal ou ce qu'on dit les uns les autres, toi depuis le CNC, sur toutes ces questions, tu as pu, producteur, pas producteur, tu t'occupes aussi des talents en cours, donc la question d'émergence est aussi chère au CNC, vous financez le grec. Aujourd'hui, pour toi, c'est toutes ces stratégies qui vont être mises en place, ou c'est quoi les conseils que tu donnerais depuis le CNC un peu les mêmes que Pascal, c'est-à-dire nous, on est vraiment confronté à un volume très important de projets qui arrivent au CNC. On a, pour vous donner un peu des chiffres, c'est un peu rébarbatif, mais ça donne bien quand même l'abîme, c'est qu'on reçoit 1500 projets, on en aide 50 par an, sur l'aide principale qui est l'aide sur scénario. Donc évidemment, on peut déposer un projet sans producteur, hein, on ne demande pas un producteur au moment où le projet arrive chez nous, mais 90% des projets qui montent en plénière ont un producteur, et on va dire 99% des projets qui sont aidés ont un producteur. On voit bien là que le travail avec le producteur permet de vraiment affiner le désir, permet d'affiner la qualité artistique du projet, et ça c'est vraiment très important. On a, devant cet abîme de chiffres qui, moi, m'affole toujours, on a, l'année dernière, essayé de graduer un peu nos soutiens pour accompagner un petit peu plus les jeunes réalisateurs qui arrivent. Surtout, on a mis en place des tutorats, c'est-à-dire les membres des comités de lecture ou les membres de la plénière peuvent accompagner, on finance d'ailleurs, on leur donne un petit quelque chose, pas grand-chose, mais un petit peu quelque chose, pour accompagner les auteurs, pour justement être dans ce travail d'écriture, parce qu'on voit bien que c'est là qu'il y a un problème et qu'il y a des sauts qualitatifs qui peuvent vraiment être faits. Quand on est tout seul et qu'on n'a pas de producteur, et qu'on n'a personne qui a un retour, c'est très difficile de savoir où on en est en fait. Et l'entourage, c'est pas tant des gens qui vous permettent de monter, mais c'est aussi des gens qui renvoient là où vous en êtes sur votre travail, et c'est parfois très difficile de savoir où on en est. Et du coup, les bourses de résidence qu'on a mis aussi en place, etc., permettent d'accompagner ce travail-là. Après, je crois pas qu'il y ait une seule façon de faire des films, évidemment. On a des aides après réalisation qui permettent
faire des films, même on a ouvert pour des films autoproduits qui peuvent, s'ils sont sélectionnés dans un festival, ils peuvent venir à l'aide après réalisation. Et donc on peut récomposer des films après quand ils sont faits et avoir des aides entre 5 et 30 000 euros qui permet de faire un autre film, de continuer son chemin et justement d'être dans le devenir de cinéaste avec un peu de moyens qui permettent de poursuivre. On a des aides aussi pour des producteurs, des aides de programme qui permettent, pas sur scénario, donc qui permettent aussi que des producteurs accompagnent des projets dans une énergie comme ça, de la rapidité, d'avoir envie du faire, etc. Parce que moi, je comprends très très bien que sur certains projets, on n'a pas envie d'attendre un premier passage, une montée en plénière, pas tout de suite en décalé, d'être dans la réécriture, etc. Ça peut épuiser énormément. Et il y a certains projets où on n'a pas cette énergie-là. Et je pense qu'on essaye, nous, d'avoir des solutions très différentes pour accompagner en fait, les réalisateurs. Est-ce que pour les aides après réalisation déjà, parce que c'est combien on reçoit de projets, combien tu reçois de projets d'après Sur l'aide après réalisation, on a à peu près 250 projets. Il faut juste avoir, sur des films autoproduits, il faut avoir un visa et avoir une sélection dans un festival. Mais sur les films avec un producteur, il faut juste un visa. Donc c'est le visa de l'année d'avant. Et on en a à peu près 250. Et pas d'aide du CNC côté cinéma avant. Mais sinon, on en est d'une quarantaine. Et ils sont bons? Il y a de tout. Franchement, tu dirais que la qualité moyenne. Non, tu dirais que cette aide se justifie complètement. Tu dis qu'effectivement, il y a des projets qui sont faits dans d'autres économies avec d'autres vitesses et que ça donne des résultats. Écoute, il y a de tout. L'aide après réalisation qui est pas toujours très connue d'ailleurs. C'est des films jusqu'à 60 minutes. On peut vraiment, on peut avoir pas eu du tout de financement. Là, on ferme les yeux sur la manière dont les films se sont financés, etc. Donc on a pu donner des aides plus importantes que le coût de fabrication du film, affiché en tout cas. Donc c'est vraiment un endroit où on peut vraiment venir après. Alors la qualité des films, nous on n'est pas sur la qualité... une qualité technique, etc. Ce qu'on cherche, c'est des cinéastes. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont en train d'inventer une nouvelle forme, d'essayer des choses. Donc le film n'est pas forcément complètement réussi et une qualité top. Et après, qu'est-ce que c'est la qualité top? Je ne sais pas. Nous, la qualité top, c'est qu'on sente qu'il y a une vraie personnalité de cinéaste derrière. Et après, s'il y a un problème de scénario, s'il y a un problème d'une fin qui n'est pas extraordinaire, mais qui a une direction d'acteur sublime, enfin voilà, on n'a pas un critère, la qualité intrinsèque, ça n'existe pas en fait, je pense. Et nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est justement une promesse de cinéaste. C'est ça qui est récompensé dans l'après-réalisation. Je veux dire un truc par rapport au court-métrage et au long-métrage, parce qu'on est en train de travailler sur un canal sur du court au long et du long au court aussi. C'est-à-dire que je travaille avec les gens des équipes des longs-métrages pour vraiment faire que ce passage, par exemple, de 8 ans entre ton court et ton long, ce n'existe pas. C'est-à-dire que dès qu'il y a un projet qui nous intéresse, qu'on puisse tout de suite être un peu plus proactif et d'aller vers la personne et de l'accompagner vraiment vers le long. Ça, c'est un travail qu'on fait. Mais aussi, ce qui est marrant, c'est qu'on fait aussi le travail inverse, c'est-à-dire qu'on a toute une programmation de premiers films de long métrage où on va chercher les courts-métrages des réalisateurs. Et déjà, humblement, on peut se dire qu'il y a des longs métrages qu'on a adorés et on n'a pas acheté le court-métrage, et même personne n'a acheté le court-métrage. Donc, des fois, ce que je veux juste vous faire passer comme message, c'est que c'est pas parce qu'on a fait un court-métrage qui n'a pas marché qu'on n'est pas un cinéaste. Parce que des fois, on a besoin de prix, etc. Mais je vais prendre l'exemple, il était à la Fémis quand même, de Sacha Wolf, dont on a passé le film Mercenaires récemment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un excellent film. Et donc, on va chercher les courts-métrages qu'il a fait. Donc, il avait fait que des films de Fémis, sinon il avait fait des documentaires. Enfin, je parle en fiction. Et ces courts-métrages c'est vraiment pas terrible, quoi. Mais pas terrible au sens où, vraiment, en tant que film, vraiment très dark, lent. Mais il y avait quand même... quand on connaissait Mercenaires, son travail sur Mercenaires, on s'est dit... Ouais, il a bossé ça. Il avait ce truc-là qu'il a vachement travaillé dans Mercenaires et tout. Il avait effectivement une productrice de la Fémis qui connaissait ses qualités, qui l'a fait bosser. Mais ça m'a vraiment donné à réfléchir aussi sur la qualité de détection qu'on peut avoir des fois des cinéastes. C'est-à-dire que vraiment,
on peut avoir un cours qui est vachement intéressant pour un sujet et il va y avoir des qualités qu'on ne va pas forcément prendre, qui ne vont peut-être pas avoir le CNC, qui ne vont peut-être pas être diffusées par les chaînes, mais qui peuvent quand même donner naissance à un cinéaste. Voilà. Et peut-être avant de passer la... Juste une chose sur les images. On se disait, tu parlais, est-ce qu'il faut montrer des choses? Alors, c'est vrai, enfin, montrer des films à des commissions, par exemple, des films qu'on a fait, parfois qu'on a fait à l'arrache, ça peut être totalement contre-productif ou totalement faire basculer d'une manière favorable une commission. C'est-à-dire que il faut faire un peu attention à comment on manipule, mais en même temps, moi, je ne vois pas comment on peut être cinéaste et ne pas faire de films aujourd'hui en dehors du système. Je ne vois pas comment on peut. C'est ce que vous disiez, c'est que les coûts de production ont tellement dégringolé que je peux pas imaginer un désir fort de cinéaste sans qu'il y ait eu un passage à l'acte, en fait. Peut-être que je me trompe, mais ça me semble compliqué. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir deux projets, un cher et un pas cher, en se disant le pas cher... Alors moi, ça, j'y crois pas. Sur le premier film, personnellement, j'y crois pas. Moi, je pense que si on est sur un premier film, c'est déjà... Je trouve ça, c'est déjà... Enfin, moi, j'ai une grande admiration pour les réalisateurs. Je trouve que c'est extrêmement dur de penser un film, de l'avoir et d'arriver à le transmettre par écrit, en plus qui n'est pas le film. On sait très bien que le scénario c'est pas un film et que c'est un film, ça fait qu'une partie de ce qu'on. Et déjà, je trouve ça déjà tellement dur et d'arriver à aller jusqu'au bout parce que j'ai une espèce d'assurance, d'optimisme dans la vie. C'est que si on a été jusqu'au bout d'un processus, je pense qu'il y a suffisamment de financement en France parce qu'on est super gâtés par rapport aux autres pays. On va dire, avec une économie peut-être différente, c'est une manière de le produire d'une manière différente, mais on doit pouvoir arriver à le faire si on était vraiment jusqu'au bout artistiquement du projet qu'on a fait. Je ne vois pas comment un jeune cinéaste qui commence, qui n'a pas réalisé, peut avoir 3 films en même temps avec cette même exigence-là. Voilà. Mais pas un jeune cinéaste, parce que et le rester, c'est-à-dire pour continuer à faire des films, est-ce que ça n'a pas une stratégie... Écoute, regarde, on a 3 exemples, je pense qu'ils vont répondre totalement donc, il y a différemment. Thomas et Thierry sur ces... Ça dépend vraiment des cinéastes. Hein. Là, pour le coup, c'est très personnel. Thomas, Thierry, ouais. Moi, je sais que j'ai longtemps fantasmé sur l'idée de faire un film par an, par exemple. Voilà. Aussi, on n'a pas fait énormément de films. Moi, j'ai fait 2 longs métrages, des courts. Donc, en fait, à la fois, c'est très long et beaucoup plus long qu'à une époque où, je sais pas, je pense à Corman, où tout d'un coup, il y a des cinéastes, ils pouvaient faire 2-3 films par an. Enfin, aujourd'hui, on peut plus faire ça parce que c'est cher, parce qu'il y a moins. Voilà, c'est plus compliqué, ou en tout cas, c'est difficile de faire 3 films par an et que ce soit 3 films qui sortent en salle, ça paraît injouable à moins d'être en Song-soo, quoi. Et moi, j'ai fantasmé beaucoup là-dessus, sur l'idée de pratiquer, d'engager un peu comme Fassbinder, quoi, de provoquer une espèce d'avalanche comme ça. Est-ce que c'est possible de dire, on a une troupe et on travaille, on fournit, on produit, sauf que c'est des films, si on fait ça, on sait aujourd'hui que c'est des films qui sortiront pas à moins d'avoir sa propre salle. Peut-être qu'il y a un système à envisager comme ça, mais je trouve que c'est compliqué. Et sur le deuxième film, en tout cas sur Une vie violente, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas tant pour moi, ça, cette boulimie de film, parce que je me suis dit, tiens, si au regard de l'époque, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, là, dans nos vies, dans le monde, et voilà, on a l'impression que tout va s'écrouler d'un moment à un autre. J'ai l'impression qu'il y a la question d'être à la hauteur des enjeux politiques, poétiques, intimes de l'époque nécessite du temps, je trouve, quoi. Nécessite que de s'emparer de sujets ou de quelque chose qui a une certaine profondeur, une certaine épaisseur, et ça met du temps pour explorer vraiment les choses et les proposer. Donc ça va de pair avec des financements qui sont peut-être plus compliqués à obtenir, à convoquer, et voilà. En revanche, on peut faire des films qui sont on peut faire des films de long métrage qui sont destinés à la salle. Enfin, je parle pour moi, hein, c'est comme ça que j'envisage les trucs, de dire avoir des films qui sont destinés à la salle, peut-être pas tous les ans, mais peut-être tous les 3 ans, ce qui est déjà un rythme plutôt pas mal, hein, je trouve, et
à la moindre occasion, faire un autre film. Moi, ce que je disais, j'ai fait un film documentaire pendant le montage d'une vie violente. J'ai fait de la mise en scène d'une pièce de théâtre, parce que je continue à en faire un peu. Mais je l'ai fait que si j'avais la possibilité de faire un film de ça. Et de saisir le moindre petit interstice pour faire des choses et des exercices, des choses qui sont pas forcément destinées à la salle, qui vont trouver un public qui est même un public d'amis, pourquoi pas. J'ai par exemple un cinéaste comme Raya Martin, c'est cinéaste philippin, il fait des films, des fois il fait certains films qu'il ne montre qu'à ses amis. Et ça dépend de se dire, bon, ben, ce film-là, il est fait pour ça, on le finance comme ça, je le monte en très peu de temps ou je le monte en longtemps. Je pense que c'est vraiment de trouver l'ingénierie à chaque fois, à la fois de production et de fabrication. Mais ça demande du temps, je pense. Ça demande de connaître en tant que cinéaste, de quoi on a besoin pour travailler. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de temps pour écrire? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de temps pour préparer? Moi, je suis très chronophage en résidence avec les acteurs. Ça me prend énormément de temps de travailler avec eux, d'écrire sur mesure, de faire un aller-retour entre le travail avec eux et le scénario. Mais voilà, c'est ma méthode que j'affine, qui sera peut-être différente si je continue à faire des films. C'est pas la même pour tous. Mais voilà, en tout cas, trouver des interstices et en France, je trouve qu'il y a suffisamment de guichets et de festivals aussi. Je pense au FID, par exemple, qui n'est pas tout à fait un festival comme le FIFIB, où on peut proposer des objets différents. Est-ce qu'on peut être un cinéaste qui va dans des festivals comme le FIFIB et aussi au FID, par exemple? Parce que je pense que c'est possible. Ça, c'est important de le noter parce qu'on a la chance en France d'avoir énormément de festivals de très grande qualité et qui ne sont absolument pas regardants sur la manière dont les films ont été produits. Donc on peut émerger, proposer quelque chose dans ces festivals-là, et c'est ça qui est très réjouissant. Et donc l'idée peut-être d'être dans une double vitesse qui est personnelle, entre quelque chose qui est un peu plus long terme, quelque chose d'un peu plus court terme, je trouve que c'est assez réjouissant, à condition qu'on connaisse un peu sa méthode, sa pratique, son économie à un moment donné. Thomas, tu voulais... Je rebondis juste sur le dernier mot que tu as dit. De connaître sa pratique, c'est vrai que c'est... En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, comme on pratique peu, à part Xavier Dolan, je ne sais pas comment on dit, et d'autres cinéastes, François Ozon en France, qui tourne beaucoup de ça. Woody Allen, bon, c'est vrai qu'on a tous une projection, un fantasme du cinéma. Moi, je vous le dis, ça vient de mon rapport un peu sacralisé à la salle. Ma cinéphilie, voilà, la cinémathèque. Et moi, quand on me disait, mais maintenant, les petites caméras au début du numérique, tout ça, moi je voulais faire un vrai film, un vrai tournage. Et avec toute la lourdeur en temps et en moyens que ça implique, pour au final faire le film avec peu d'argent. Et par exemple, moi, j'ai vu sur mon tournage, on est passé, c'est vrai, avec les nouvelles conventions collectives le 1er octobre. Donc, on s'est mis à être en équipe réduite au premier tournage, dès le 1er octobre, sur la fin de mon tournage. Et j'ai eu, par cette contrainte, j'ai découvert que moi, j'étais 1000 fois plus heureux avec 7 personnes que quand on était 25. Et je sais que je réfléchis mes prochains films vraiment dans comment, sauf des jours où il y a plein de cascades, des trucs compliqués, mais comment tourner avec peu de personnes. Et c'est vrai que cette histoire aussi de faire que des films pour la salle, maintenant je vois bien, je regarde aussi des films ailleurs qu'en salle. C'est vrai que là, quand ma productrice m'a dit mais tourne, fais ce que tu veux, tout ça, j'avais refusé en fait l'année d'avant en me disant non, moi c'est pas mon truc. Et puis l'année d'après, je me suis dit non, il faut que je tourne, sinon c'est plus possible. Donc je dirais presque aussi à chaque envie son énergie, son économie. Tous les films, ça n'a pas un sens forcément pour tous les films de passer par les mêmes biais, par les mêmes créneaux. Après, évidemment, tout ce dont on parle dépend aussi d'une chose, c'est de comment vivre. C'est-à-dire qu'avoir du temps et même avoir un peu d'argent pour acheter une petite caméra, même un Canon 5D, un 7D, voilà, c'est pas non plus donné à tout le monde. Voilà, c'est aussi une question de l'économie au sens large de nos vies de cinéastes. Pour avoir ce temps-là aussi d'expérimenter, de faire des choses, il faut avoir beaucoup d'énergie. Avant peut-être de passer la parole à la salle, le micro à la salle, c'est juste ce que tu dis, je crois qu'on est tous d'accord sur son rythme propre, sauf qu'il me semble que c'est pas si facile aussi, quand on est soumis à un producteur, des financements là, d'être
son rythme propre face à un rythme du système, on ne l'exprime pas toujours aussi facilement. Et parfois, il y a 3 ans qui passent, on ne s'est pas rendu compte parce que pris dans telle demande, machin, dans les avis de trucs et puis les reports dont on parlait Valentine, le rythme propre du cinéaste n'existe presque plus. Et c'est presque une violence qu'il doit se faire à lui-même pour se réimposer un rythme sur sa pratique et sur ses désirs. C'est ça un peu pour moi la violence du système par rapport à ceux qui veulent faire quelque chose. C'est une violence tout à fait neutre, mais qui existe. Et ce qui m'amène à une question, avant de passer la parole, c'est quelle est la place du producteur? Quelle est votre expérience? C'est-à-dire quel est le plus et le moins du producteur dans cette histoire? Parce que c'est lui aussi qui doit assurer un petit peu ce rythme naturel de la part du cinéaste. Est-ce que pour un jeune cinéaste, il faut y aller, en trouver un? Lequel ou pas ou avoir plusieurs producteurs rester, on voit beaucoup de cinéastes qui sont sans cesse de producteurs et de producteurs de cinéastes, donc la question de la fidélité et tout ça aussi, juste avant de, ça fait partie aussi de sa pratique, ça, parce que le tandem de producteurs, malgré tout, tu l'as dit au CNC, la plupart des projets sont avec producteurs, d'ailleurs la plupart des projets sont aussi portés par des hommes, vivant à Paris. Ça a changé? Ça commence à bouger? Bon, bah, si ça commence à bouger, peut-être que sur... Voilà, nous aussi on bouge. Je sais pas cette dernière question, et puis avant de passer la parole au public. Comme j'ai le micro, je réponds rapidement. Moi, il se trouve que je travaille... J'ai fait mes courts-métrages avec d'autres différents producteurs. Le long-métrage et le prochain, je le fais avec ma productrice, qui est aussi ma grande sœur. Et elle croit en moi, et je pense qu'attendre 7 ans comme ça pour un film, je connais peut-être dans d'autres productions des gens, enfin moi j'ai des copains réalisateurs pour qui au bout de 4 ans, le producteur a dit écoute, faut peut-être que tu te fasses à l'idée que ce film ne se fera jamais. Moi j'invite quand même à voir le producteur, c'est un interlocuteur de choix. En fait, ce qu'il y a dans la pratique du cinéma, une des choses les plus difficiles à obtenir, c'est toujours le recul, que ce soit à l'écriture, au tournage, dans le rapport avec les acteurs, au montage. Et c'est le boulot du producteur de toujours, voilà, nous, comme tu l'as dit, on peut d'un coup, on voit pas, il s'est passé 2 ans, j'ai toujours pas fini le scénario, mais pourtant j'ai l'impression d'avoir bossé tous les jours. Mais donc on peut être parfois on peut se perdre tout ça, et d'avoir un producteur qui peut, tant mieux s'il développe d'autres films par ailleurs. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Parce qu'un producteur qui est que concentré sur un projet en même temps qu'un réalisateur, ça peut créer une forme d'épuisement. Donc moi je vous y invite, et je fais une toute petite digression sur l'écriture. C'est vrai qu'en France on a cette tradition de l'auteur qui écrit ses films. On le fait tous, moi je l'ai fait, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Et c'est vrai que moi j'ai compris très tardivement que voilà, on pouvait gagner un temps fou, et on arrive beaucoup plus fort en commission parce que cette autre personne nous amène à minima ce recul, ce retour, cet effet de miroir, enfin appelez ça comme vous voulez, et dans le meilleur des cas aussi des bonnes idées. C'est vrai que quand tout a été, le scénario a été vraiment travaillé dans ses recoins, il a été questionné par plein d'angles, on arrive, c'est vrai, beaucoup plus fort en commission face à des interlocuteurs. Et moi, je pense que ce temps de travail, j'ai l'impression qu'on a fait le film à l'usure parce qu'on venait toujours avec cette assurance, avec le fait qu'il fallait faire le film. Et puis je pense qu'à un moment, je ne veux pas dire qu'on a pitié de nous, mais on s'est dit, bon, même si le film, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas dans quel... Pour prendre juste l'exemple de Canal+, on voudrait aller sur le film, mais on n'a pas de case de programmation, parce qu'il est trop petit pour être dans le mardi soir, je sais plus, dans le cinéma d'auteur, parce qu'il y a tout le gros cinéma d'auteur français, et il n'est pas assez genre pour être dans la case du cinéma de genre. Donc parfois, ces gens de... Et à un moment, on a dit, bon, on va le mettre quand même dans le genre, dans le nouveau genre. Thierry Voilà. et Thomas, par rapport à la question du producteur, parce que sur la question du recul, on peut aussi demander à un bon copain, Jimmy ou Rico, qui ont leur idée. Qu'est-ce qui différencie le producteur d'un bon copain, quoi? C'est vrai que le producteur, on passe beaucoup de temps, c'est long, c'est aussi un travail, c'est un dialogue qui commence, enfin sur les films, à moins au plus tôt, ça va mettre 1 an entre mais encore, c'est 2 ans d'un dialogue serré, et puis c'est un référent, c'est-à-dire on sait au bout d'un moment, et le producteur sait où le réalisateur en est dans sa réflexion, de sa pensée, et inversement, on sait que quand le producteur dit ça sur telle étape du scénario, telle étape du montage, on voit à peu près où
à quoi il se réfère. C'est vrai qu'on attend beaucoup de choses d'un producteur en tant que réalisateur. On attend à la fois qu'il soit extrêmement pragmatique quand on l'est plus réaliste, et sur la question aussi à la fois sur le contenu des films, de ce qu'on écrit, mais c'est aussi qu'il puisse dire non mais ça, on rêve d'un producteur qui dit non mais ça laisse tomber, c'est pas ton premier film, ça sera peut-être ton troisième. Ça c'est voilà quelqu'un qui est un producteur comme on l'entend en termes de musique en fait, d'industrie un producteur qui produira qui fait sonner quelque chose en fait. On attend ce pragmatisme, ce réalisme là, qui dit non ça sert à rien d'aller ne pense pas aller voir France 2 parce que voilà, on le sait que ça sert à rien, perdons pas de temps et ne soyons pas déçus, allons plutôt là où il va avoir il va avoir un écho sur le projet. C'est important d'avoir ce réalisme-là, et en même temps, on a envie de quelqu'un qui soit fou, plus fou que nous, quelqu'un qui pousse, quoi. Moi, j'attends d'un producteur qui me dit mais ok, ça c'est bien, mais pourquoi on va pas plus loin? C'est un rêve, alors c'est un peu un fantasme qui voilà. Moi, sur mon premier film, j'ai changé 5 fois de producteur. Je sais pas si ça arrive à tous les mais c'était bien, j'avais besoin de faire ce non mais c'est pas parce que c'est pas des désaveux, hein, c'est juste que moi j'avais besoin j'ai commencé à faire des films tard, de faire l'expérience de façon de faire, et voilà, mais parce que j'avais des producteurs qui voulaient aller moins vite que moi, et que c'était un premier film j'ai fait mon premier film tard à cause du théâtre, mais je voulais que ça reste un premier film avec les maladresses du premier film, que ce soit un geste, et je voulais pas qu'au scénario il soit absolument cadenassé, verrouillé, et qu'il fallait le financer comme un premier film. Et moi j'étais sûr, c'était un premier film assez violent, sans vedette, j'étais persuadé dès l'écriture, je le savais, que ça aurait été très compliqué d'avoir un distributeur en amont et aussi Canal+. Je le savais. Il fallait le tenter, mais je disais aux producteurs, si on ne les a pas, on y va quand même. Le film, c'est un film, je sais où on va tourner, c'est chez moi, je connais les endroits, le casting, c'est des adolescents, il faut aller vite parce que sinon ils vont grandir, il faut y aller vite. S'il n'y a pas cette urgence, c'est pas un premier film, et on se trompe. Et voilà. Et aujourd'hui, Frédéric Jouve, qui est le producteur des films Velvet, qui a produit Une vie violente, avec qui on va faire mon prochain film, il est plus rapide que moi. C'est moi il me rend lent, et ça j'aime bien en fait. Il veut aller plus vite, et du coup ça change mon rapport aux choses. Ça me rend pas plus raisonnable, mais ça me fait me dire oui. Je lui dis attendons. Le film, je parle d'une vie violente, il y a encore plus de choses à trouver, et voilà, c'est une chose qui est tout d'un coup qui me va bien sur ce deuxième film, qui était plus long, plus large, plus épais que le premier, qui demandait plus de contrôle. Thomas ? En fait, c'est drôle parce que tous les trois, on a évoqué nos premiers producteurs comme d'une relation quand même vachement privilégiée, en fait. C'est-à-dire, toi, tu dis Cocheteux, tu l'as rencontré, et en fait, il t'a fait confiance, non pas... Oui, mais même avant, sur quelque chose d'affectif, enfin, en tout cas, de ce que tu as dégagé de Paris par rapport à toi. Bon, toi, tu as un rapport avec ta sœur, enfin, avec ta grande sœur. Moi, je sais que Vincent, que tu connais, pour moi, c'est c'est mon frère jumeau, parce qu'on a le même âge de cinéma, et donc il y a quelque chose qui s'est formé. Et moi, au-delà de le producteur doit être comme ci, comme ça, je pense qu'il y a au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a On Sang-soo dont tu parles, donc c'est un réalisateur coréen qui fait 3 films par an. Donc lui, il s'est posé la question de la production, et je pense que nous, réalisateurs, on a une responsabilité de nous poser cette question-là. C'est pas juste le producteur doit être comme ci ou comme ça, c'est que je pense qu'on doit se poser la question. Moi, le cinéaste que j'admire le plus en France de ces 50 dernières années, c'est Romer. Romer, c'est vraiment quelqu'un qui s'est posé cette question-là. C'est-à-dire, il s'est posé la question avec Barbet Schroeder. Enfin, je ne connais pas très bien l'histoire, mais les films du Losange, il y a vraiment un questionnement de comment on fait des films et dans quelle économie on s'inscrit. Comme tu disais, pourquoi pas effectivement des fois en dehors, mais eux, Romer, il savait qu'il faisait 50 000 entrées au minimum en France, et qu'il allait vendre le film dans le monde entier. Donc, s'il faisait un film qui ne coûtait pas plus que ça, il pouvait faire son prochain film. Et il a trouvé une liberté extraordinaire parce qu'il s'est posé cette question-là. Et moi, je pense qu'avec Sérénade, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'avait aucune vocation à être producteur. On a monté cette boîte de production, enfin Vincent, il faut le dire, parce que c'était le plus punk de nous tous. C'est-à-dire qu'il s'est dit, on s'en fout, on ne sait pas comment on fait, mais on le fait. Et d'une certaine façon, il y a quelque chose comme ça du questionnement de la production qui s'est mis en place. Alors nous, notre petite ruse, c'était que quand un film avait un financement, il finançait les films des autres. Donc Dominique a eu l'avance sur recette, et Vincent a fait un moyen-métrage derrière. Moi, j'ai eu une grosse prime à la qualité, justement, sur un film. Il y a eu des courts-métrages qui sont faits derrière.
Et puis ça marchait bien sur les courts, sur les longs, on a eu un peu plus de mal. Mais je pense qu'on s'est posé la question, et moi, quand je suis rentré à Bordeaux, j'ai monté ma société de production, donc j'ai une société de production. Ça devient un peu pénible. Moi, j'ai 2 rythmes. Pour le coup, je ne suis pas comme toi. Mais je pense effectivement chacun a ses rythmes. Moi, j'ai plusieurs projets à la fois. Je fais un travail en dehors. Je fais des films d'atelier que je considère comme importants, même si j'ai aucune envie de les diffuser de façon effectivement commerciale. Mais ils font vraiment partie de ma vie. Ils sont importants. Et je me sens cinéaste aussi en les faisant. Et j'aime bien cette idée de plusieurs rythmes, en fait. Cette idée qu'effectivement, là, je développe un projet avec un producteur, donc avec Balthazar, donc c'est une production traditionnelle, et en même temps, moi, pour le coup, je suis plus avec cette idée de rythme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le couple producteur, c'est pas juste un truc, tiens, je vais trouver le bon, je pense que c'est quelque chose qui nous... Enfin, j'ai l'impression que nous trois, d'une certaine façon, on s'est... Enfin, c'est pas juste un truc hasardeux, quoi. Il y a quelque chose qui vient de nos personnalités différentes et qui s'est inscrit dans une relation privilégiée avec quelqu'un qui des fois était producteur, donc Cocheteux. Enfin, je connais pas ta sœur par rapport à ça. Je sais que Vincent, moi, n'était pas du tout producteur. C'est drôle parce que toi, tu as été cambriolé. Nous, on a gagné ensemble un procès avec Vincent, tu vois. Et c'est avec l'argent du procès qu'on a gagné ensemble qu'on a monté le capital de Sérénade Production. Donc, c'est vraiment une histoire assez... Donc, il y a toujours un truc comme ça. Mais ça, cette démarche-là de se dire... Enfin, juste pour un truc, moi, j'ai aucune vocation à être producteur, mais j'ai été producteur le jour où je me suis dit... Je suis producteur, c'est-à-dire que je décide de faire un film. J'avais un film que je n'arrivais pas à faire, j'ai décidé de le faire. C'est un film c'est pas le meilleur film que j'ai fait, mais je l'ai fait et tant mieux. Et je pense qu'il y a vraiment il y a une prise de décision aussi. Il faut être assez actif par rapport à ça et pas se dire le producteur va arriver et tout ça. Il y a quelque chose là-dessus où il faut se bouger d'une façon ou d'une autre, que ce soit en étant dans une troupe de théâtre. Enfin, il y a plein de façons d'y arriver. Moi, il se trouve que c'est plus classique puisque j'ai fait la Fémis, mais il y a d'autres façons qui font qu'à un moment, on rencontre une personne. Voilà. Et c'est pas valable aussi pour cinéaste. On peut aussi décider qu'on est cinéaste, faire un Oui. film et décider qu'on est cinéaste. On n'est pas obligé de prouver sans cesse à travers toute une œuvre qu'on est cinéaste, quoi. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le public? Je ne sais pas s'il y a un 3e micro ou si on fait circuler celui-ci. Il y a quelques questions ou... Oui, j'ai une question. J'imagine qu'il y aura autant de réponses qu'il y a de personnes, parce que voilà, ça part dans tous les sens. Pour ma part, j'ai été produit par 2 fois pour des courts-métrages. Et j'ai compris, on me l'a dit, que plutôt que de préparer un scénario, d'attendre d'être sûr de son projet, puis de se mettre en recherche du producteur qui le produira, il vaut mieux avoir rencontré le producteur, qui est le 2e parent du film, et ensemble décider du projet qu'on portera sur les fonds baptismaux. Alors, c'est ma question. Est-ce qu'il faut écrire quelque chose sans recul critique, puis aller frapper aux portes, ou frapper aux portes avant de décider quoi faire avec son producteur ? Après, la difficulté, c'est de le trouver, le producteur, justement, si on ne s'est pas assis sur un projet. Donc, c'est où vous êtes dans un environnement où vous connaissez déjà des gens, où vous avez déjà fait des choses, etc. Mais pour le premier, je vois mal un producteur qui vous rencontre et qui est inondé de projets. Tous les producteurs reçoivent... je sais pas, 50, 100, nous les 1500 qui arrivent au court-métrage, ils sont envoyés chez tous les producteurs. Donc à un moment donné, il faut aussi que la rencontre se fasse au minimum sur quelque chose. Ça, c'est pour le premier film. Et par contre, ce que je pense, c'est qu'on peut partir sur une idée, sur déjà un premier travail, et que c'est sur ce premier travail qu'on doit rencontrer un producteur. Et à mon sens, de bien discuter du film qu'on a envie de faire et d'être bien sûr que c'est le même film qu'on veut faire, notamment sur le documentaire, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais le documentaire, à partir d'un sujet, d'une première idée, on peut faire plein de films différents. Donc le temps de discussion quand on choisit un producteur dans le documentaire doit vraiment déjà être posé sur l'artistique. Ça, c'est à mon sens très important.
Puis après, moi, ce que je dis toujours aux auteurs qui ont eu des aides à l'écriture chez nous et qui donc sont un peu en position de force pour aller chercher un producteur, de ne pas hésiter à parler des questions d'argent dès le début et d'être assez cash sur les questions d'argent. Ça me semble aussi assez important en termes de conseils. Non, mais oui, moi je suis assez d'accord sur un premier film. C'est difficile d'envoyer un scénario. En gros, ça sert à rien, on peut le dire, quoi, d'envoyer un scénario comme ça à tous les producteurs de la. Enfin, mais il faut des rencontres. Et ça prend du temps. Encore une fois, une rencontre avec un producteur, ça peut se passer très bien en 1 ou 2 heures. Et voilà, mais c'est long faire un film. L'écriture, le développement, le financement, le montage, le tournage, etc. Et c'est un temps qu'on va passer ensemble et où on va vraiment travailler. Voilà, et il y a des moments difficiles, il y a des moments de tension, il y a des moments de doute, il y a des moments de désaccord. Et voilà, c'est pas une question de choisir, c'est une question de dire bon, avec cette personne-là, au moment où on va être en désaccord, ça va être quand même bien, ça va être un peu excitant, ça va être un peu stimulant. Ça va être amusant, je sais pas quoi. Et ça c'est et c'est vrai que c'est important de poser les bases au départ ou les conditions, je sais pas. Mais c'est difficile au départ parce qu'on sait pas comment on travaille. Alors c'est compliqué. Moi, je disais, moi j'ai besoin de m'enfermer avec un traitement du scénario. Un traitement, c'est une version sans dialogue et avec 20 acteurs dans un couvent pendant 1 mois. Voilà, j'ai besoin de ça. Alors ça coûte un peu cher, mais c'est de l'argent qu'on gagne après parce qu'on a une première version du scénario, on peut aller plus vite. Donc voilà, il faut aussi un producteur qui se dise ça m'intéresse, ce processus-là m'intéresse, je suis d'accord. Et pas quelqu'un qui dise c'est une coquetterie de réalisateur, par exemple. Alors, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, Thierry, c'est vrai que moi j'ai un certain nombre d'amis producteurs qui lisent pas les projets qu'ils reçoivent. Je tiens à le dire parce que c'est vrai. Et quand on voit un projet surtout cesser la terre entière, tous les producteurs de Paris, celui-là on l'ouvre encore moins, quoi. Donc effectivement, on a l'impression, on a besoin à la fois d'être choisi, de choisir aussi la personne avec qui on va travailler. Et là, j'avais une question. Est-ce que quand on est un jeune cinéaste, qu'on n'a fait aucun film, qu'on prépare un cours, par exemple, est-ce que travailler avec un producteur qui est lui-même jeune, il n'y a pas un risque de double peine? Je ne sais pas, du côté des diffuseurs ou du CNC, est-ce que avoir 0 CV de part et d'autre, c'est pas un souci? C'est un souci. Donc, c'est aussi envie de travailler avec des gens de sa génération, c'est aussi important, c'est se tromper ensemble. Et pour le CNC, ça rentre pas dans la ligne de compte. Non, mais c'est pour savoir que pour un jeune réalisateur qui voudrait, est-ce qu'il va essayer d'aller trouver le producteur plus expérimenté? Est-ce qu'il faut qu'il aille avec quelque chose, avec quelqu'un de moins... Ça dépend de soi, parce que c'est vrai que c'est la même chose avec un opérateur très chevronné. Comment dire, les chefs de poste, le directeur de la photographie, le monteur, le chef décorateur, généralement, ils ont souvent beaucoup plus d'expérience que nous, même si on a fait 2-3 films. Ils font des films, s'ils sont bons, ils enchaînent les films. Donc c'est compliqué des fois de se retrouver. Voilà. Est-ce qu'on choisit de s'entourer d'une équipe qui a la même expérience et on avance ensemble et il y a un truc de génération et je trouve ça très fort et très beau. Et on voit il y a plein de cinéastes qui ont à cœur de travailler pour la première fois avec un monteur, voilà, mais ça a des difficultés aussi, ça crée des difficultés aussi avec un producteur, c'est pareil. Ouais. Et avec un producteur plus expérimenté, c'est peut être un binôme très fort, mais ça peut aussi créer, il peut avoir une dimension asymétrique du rapport. Quand on a un producteur très fort, à la personnalité très forte, qu'on a un jeune cinéaste et que le producteur qui dit non, là, tu te trompes dans le montage, vas-y, enlève ça. C'est très compliqué de résister si c'est voilà. Et pour aller dans ton sens, est-ce que autre possibilité, est-ce que quand on est jeune cinéaste, est-ce qu'il ne faut pas, pour rejoindre un peu ce que disait Thomas aussi, se dire on va travailler en équipe réduite pour un premier film, parce que maîtriser 30 personnes quand on n'a jamais fait aucun film, c'est devenir carrément patron de PME. Ça peut être compliqué à gérer la bête. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? Est-ce que c'est un conseil que vous pourriez donner? Est-ce que... je pense que Thomas en a très bien parlé. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. Moi, c'est drôle parce que j'ai fait un film avec un petit peu de financement important et j'ai un souvenir vraiment traumatisant parce que j'avais fait un long métrage vraiment avec peu de personnes et donc donc c'était un tournage à Paris et j'étais un peu paniqué. C'est-à-dire qu'il y avait des camions. Enfin, c'était un truc, ça me paraissait, mais
d'une lourdeur épouvantable, et notamment je regarde ce que j'avais un peu prévu de faire, et je me rends compte que je sais pas qui s'était planté, mais tous les camions étaient dans le champ, quoi, les camions du film. Donc mon premier acte sur le tournage, c'était de dire bon, désolé, mais on va bouger les camions. J'ai trouvé ça épouvantable, quoi. Ça a pris un temps dingue, et j'ai trouvé ça très chiant, quoi. Enfin, voilà, c'était pas marrant, quoi, de faire ça. Et je pense qu'effectivement, ce que disait Thomas, enfin on n'a pas. Moi, en plus, comme j'enseigne un petit peu, je vois un peu les étudiants, souvent, comme ils ont très, très peur de ce qui est là, quand même, on parle de ça, le rapport aux acteurs. Moi, justement, je travaille avec Vincent, qui était lui aussi comme toi, c'est-à-dire qui répétait énormément, qui m'a appris beaucoup ça aussi. Moi, j'avais un peu peur de ça. Donc, j'ai appris à travailler. Et c'est quand même, on est, je pense, tous les trois d'accord pour dire que c'est quand même le centre de notre travail, quoi, le rapport qu'on va avoir aux acteurs, enfin, comment on va les filmer, tout ça. Et en fait, c'est vrai, quand on est jeune réalisateur, et notamment quand ils sont dans les écoles, ils croient que réalisateur, c'est faire des travelling très, très compliqués, c'est faire un truc. Et moi, je leur dis, mais quand est-ce que vous m'invitez à vos répétitions ? Et là, c'est la panique souvent. C'est-à-dire qu'ils ont très, très peur de ça, quoi. Or, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et voilà, enfin, je pense que quand on fait des films, il faut se confronter à ce truc-là, le rapport qu'on va avoir avec les acteurs qu'on va mettre dans le film, que ça soit soi-même, comme pour Thomas, ou toi, ta troupe, enfin, que tu vas trouver, avec lequel tu vas travailler. Je pense que c'est vraiment on parle du producteur, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de je sais pas, de ce rapport-là, des fois, qui fait qu'on crée une troupe. Moi, malheureusement, j'ai jamais fait, sauf dans mes ateliers, parce que j'ai pas fait assez de films. Mais je suis très, non pas jaloux, mais très heureux pour les gens qui arrivent à le faire, on va dire, et qui arrivent à travailler avec des gens et qui créent une troupe, un lien affectif avec les comédiens, tout ça. Donc moi, si j'aurais un conseil à donner aux jeunes réalisateurs comme ça, c'est vraiment puisque la personne qui posait une question est aussi acteur, c'est vraiment de garder d'avoir un lien comme ça avec une troupe petite de gens qui vont jouer avec vous. C'est quand même très important, quoi, ce rapport à l'acteur. Enfin, je crois que c'est très important. Et alors, aussi autre chose idiot, mais pour ceux qui veulent passer la FEMIS, moi je crois vraiment que c'est pas idiot de le présenter en production, parce que je trouve que, je pense à Guillaume Braque qui a eu aussi un prix ici, je pense que Guillaume il a fait en production, ça l'a pas empêché de faire des films, et d'une certaine façon il s'est posé des bonnes questions en termes de production, voilà, en passant, et ça ne l'a pas empêché de réaliser, d'écrire ses films, tout ça. Bon, c'est peut-être un peu hors sujet, mais puisque c'est... Bon, je reviens un petit peu. Sur la production et l'adéquation, en fait, je vais dire une banalité, mais il faut trouver le point d'équilibre. Et c'est ça le bon. Et quand tu disais que le réalisateur aussi doit se soucier de production, c'est vrai que dans notre inconscient collectif, on a l'impression que si on a plus d'argent, c'est forcément mieux. Et je vais faire une analogie avec la distribution. Moi, je dis, ah oui, t'es sorti sur combien de copies ? Ah, moi, je suis dégoûté, mon film. Parfois, il vaut mieux être sur le bon nombre de copies. Alors après, les distributeurs se plantent, mais il vaut mieux sortir sur 50 copies ou 40 ou 30, ou je sais pas, mais que ce soit cohérent plutôt que toujours, plutôt qu'être sur 100 copies, 200 et que les salles soient vides, quoi. Et c'est pareil en production. Moi, je le dis parce que c'est entre nous, mais que j'aurais été, si on avait plus d'argent sur Vincent n'a pas d'écaille, ça aurait été moins dangereux, moins délirant, j'aurais pas perdu 10 kilos sur le tournage et tout, mais j'aurais été bien embêté parce que plus d'argent dit une attente un peu inconsciente de plus de spectaculaire, surtout quand on fait un film un peu entre guillemets de super-héros. Et moi, si j'avais plus d'argent, j'aurais plus de confort de travail. Mais les effets spéciaux, je les aurais fait quand même de manière mécanique, comme on l'a fait dans le film. Ça aurait été un peu mieux. Mais moi, j'étais pas mécontent aussi d'être en situation d'outsider, de faire un film avec des moments un peu spectaculaires, avec peu d'argent, que ma manière un peu artisanale de faire les choses peuvent quand même produire de l'émotion, des sensations. Et c'est vrai que j'ai réussi. Je suis sorti parce que devant le fait accompli, en fait, de la logique de l'autre, je suis pas dans la rivalité, mais qu'on pense qu'il faut toujours plus et que c'est toujours mieux. Faut le budget et le temps qui va avec le projet. Il faut vraiment trouver ce point d'équilibre. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette compétition, elle existe. Les cinéastes, il y a la compète au budget, il y a la compète au nombre de copies de sortie, combien tu as fait d'entrées en salle. C'est-à-dire que ça a remplacé, alors que jadis, vous pouvez interroger les cinéastes. Moi, j'avais fait
un entretien avec Godard, la question du nombre d'entrées n'apparaissait jamais. Il disait, évidemment, le film français, ce n'était pas un problème pour eux. C'est-à-dire que la question du nombre de copies d'entrées, tous les films se valaient et c'était la qualité qui comptait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit avec cette recherche de financement qui est une épreuve, c'est-à-dire que quand on a trouvé un bon budget, c'est que d'une certaine manière, on a déjà un premier succès sur le film avant même qu'il soit commencé. Et on l'entend beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est un piège, ça a été un piège pour beaucoup de cinéastes. Et je pense que moi j'aime bien, en tout cas en tant que producteur, quand il y a des cinéastes connaissent non pas, ils disent pas je vais avoir un énorme budget, mais connaissent leur budget minimum. C'est-à-dire mon film, à partir de là, je sais que je peux le faire et donc c'est leur objectif, quoi. Mais il y a beaucoup de cinéastes et contrats qui ne connaissent pas ce budget minimum. Ils ne savent pas à partir de quand ils partent réellement. Et je pense que ça doit être un objectif, peut-être même une finalité, parce que beaucoup de budget, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de choses en plus, c'est une équipe plus grosse. Donc c'est beaucoup de faire un peu attention à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'ère YouTube, il y a un fonds YouTube d'ailleurs qui s'est lancé au CNC. Je pense qu'on est un peu sorti de cette course au budget et au nombre de copies. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Merci, bonjour. Je voudrais savoir ce que rapporte un court-métrage à un producteur et savoir s'il y a un véritable marché du court-métrage aujourd'hui. Il n'y en a pas. Un des films qui a le Logorama, qui est un des films qui a le plus circulé, qui avait eu l'Oscar, etc., il avait eu 100 000 euros de recettes sur sa carrière. Donc c'est rien, c'est le film qui a été le plus diffusé, je pense. Alors, curieusement, l'année dernière, à l'Export, le film le plus diffusé, c'est Les Maîtres Fous de Jean Rouch, en court-métrage. Ben oui, ce que je trouve génial, mais qui est un très bon film, je vous conseille, mais un film de patrimoine, c'est le film qui a été le plus diffusé à l'étranger. Mais non, rien. Économiquement, on n'est pas dans un marché qui... Voilà, le court-métrage, c'est vraiment le lieu pour les producteurs où ils rencontrent leurs talents, où ils les développent, où ils apprennent leur métier aussi, où ils essayent de les accompagner au long, ou à la série, ou à la télé, etc. Mais c'est vraiment le lieu de rencontre. C'est pas là où il n'y a pas un marché après la production. Il y en a un à la production, parce que finalement, il commence à y avoir pas mal de financement, en tout cas en France, sur la production des films, mais pas au moment de la sortie. Et c'est aussi pour ça que c'est un endroit ultra libre au niveau de la création et qu'on peut avoir on peut imaginer une liberté artistique bien plus grande que même au long métrage. D'ailleurs, le passage au premier long est souvent très dur pour des réalisateurs qui ont été au moment du cours dans une grande liberté artistique. Je ne sais pas si vous confirmez ça, mais une fois qu'on arrive au long, là on est avec effectivement le nombre de sorties, pour quel nombre de sorties, nombre de spectateurs on envisage un film, et on va avoir un budget qui est calé à ça, etc. Et c'est des questions qu'on ne se pose pas du tout au moment du court-métrage. Juste pour compléter, quand un court-métrage gagne de l'argent, c'est pour réinvestir pour un autre, quoi. Voilà. C'est génial de ne pas en perdre, c'est génial d'avoir pu trouver une économie pour le film, d'avoir payer ses frais généraux, mais l'idée c'est d'en faire un autre, en fait, voilà. Et quand on va à Clermont-Ferrand, on parle des films, et quand on va à Cannes, on parle un peu plus d'argent. Donc il y a aussi cet avantage-là qu'on est dans un processus de création et qu'on a juste envie d'en faire un autre si on a gagné un peu de sous, si au moins on n'en a pas perdu. Mais non, ils sont vraiment pas riches. Et on développe du long surtout, on développe la suite. Et en plus, pour les producteurs, tous les prix qui sont en général donnés dans les festivals vont aux réalisateurs. Donc, c'est vrai. Non, Est-ce qu'il y a... Ouais, non, mais moi, c'est drôle parce que j'ai fait mon premier court-métrage dont j'ai parlé tout à l'heure. Bizarrement, comme il avait coûté tellement peu cher, il a été super bénéfique. Non, mais c'est vrai, c'est mon plus gros succès, c'est terrible. C'est mon plus gros succès. Tu vois, j'ai eu le prix de ma qualité comme ça, et chaque prix était un truc pour nous énorme. Donc j'ai pu. Non, faut pas le dire normalement, mais j'avais payé personne, donc j'ai pu payer tout le monde. Enfin, une espèce de truc très très agréable pour tout le monde. Mais donc voilà, c'était un petit.
pour nous, c'était un immense succès, mais effectivement, en vérité, c'était quand même pas gigantesque. Donc il y a cette prime à la qualité du CNC qui peut, si les films sont très peu chers, être voilà, un gros bénéfice, quoi. Voilà. Une dernière question peut-être dans la salle? Merci. Bonjour. C'est une question qui est peut-être un petit peu floue, mais c'est autour de... donc vous disiez tout à l'heure que faire des films aujourd'hui, c'est plutôt beaucoup plus simple qu'avant parce que justement, il y a des nouvelles technologies qui le permettent et qu'on a beaucoup plus facilement accès à tout ça. Donc faire de l'autoproduction, finalement, c'est vrai, c'est assez simple, mais si on ne paye pas les gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait l'autoproduction et qu'il faut payer, ça devient finalement aussi cher qu'un film normal. Et comment ? Non, voilà. Et après, le problème est que... Alors, c'est vrai que ça permet de faire ses premières armes, mais c'est très compliqué de montrer ensuite les films. C'est-à-dire qu'en termes de distribution, il existe en effet des dispositifs, mais c'est vraiment du jeu, quoi. C'est dur de montrer. Et donc, je me demandais un petit peu comment... En dehors de tout ce qui existe en termes de subventions, parce que c'est par là qu'il faut passer finalement pour faire un long métrage, un court aussi, mais est-ce qu'il existe d'autres moyens, hors de tout ce gros système subventionné qu'est le cinéma français et qui fonctionne plutôt pas mal, mais voilà, quoi, qui a ses qualités, ses défauts, est-ce qu'il existe une autre manière de produire ? Mais tu parles des longs là ou tu parles Je parle plutôt des longs. D'accord. Moi, je te donne mon exemple de mon dernier film, donc qui s'appelle Nino. Je l'ai fait avec mon argent. Donc c'est possible, hein, c'est-à-dire que en fait, je l'ai fait avec mon argent, avec une troupe de théâtre que j'avais rencontrée. Il se trouve que dedans il y avait Lou Delage qui n'était pas connue, mais je sentais que voilà, qu'il fallait que j'avais fait un petit court-métrage avec elle, qu'il fallait que je fasse le film avec elle, enfin faire un film avec elle. J'ai décidé d'écrire. Enfin, j'ai écrit en janvier. Et je lui ai dit, je tourne en juin un film. Je ne savais pas ce que c'était. Donc c'est devenu Nino, mais je savais en fait dès le départ quand j'ai écrit la première ligne que j'allais le faire sans équipe technique. Donc le film je l'ai fait sans ingé son, donc vraiment tout seul en tant que technicien. Voilà, et ça je le savais. Et en fait quand le film a été terminé, je l'ai présenté dans des festivals et il y a des festivals quand même qui prennent. Et c'est ce que disait, c'est possible. Donc moi je sais que il y a un festival en ce moment qui, enfin je sais pas si c'est en ce moment, qui a été super important pour moi, c'est Auch. Donc Auch franchement, j'ai envoyé le film, j'ai tourné en midi DV, j'ai envoyé une midi DV à il s'appelle Alain Bouffarty qui a aimé le film et qui l'a présenté. Alors moi je pensais que c'était horrible à 10h du matin le dimanche, mais dans son festival il y a toujours du monde, même à 10h du matin le dimanche pour un film que personne connaît. Et moi ça m'a permis de trouver un distributeur, enfin pas à force de faire des petits festivals. Donc ça, comme disait Thierry, il y a quand même une ouverture là-dessus. Enfin sur les festivals en France, il y a vraiment une possibilité. Je ne te raconte pas le nombre de festivals où je me suis fait rétamer, hein, t'inquiète pas, donc ça m'est arrivé. Mais j'en ai fait une dizaine, ouais, donc Talent Cannes, enfin des trucs comme ça, qui ont fait que le film tout d'un coup a existé, quoi, grâce au festival. Voilà. Alors après, je l'ai vendu, j'ai fait une petite vente à Ciné+, ce qui pour moi était tout d'un coup un cadeau, et le film a fait une jolie petite sortie avec des bonnes critiques. Enfin, il ne m'a pas rapporté beaucoup d'argent. Hein. Pour dire comment on survit aussi, on n'a pas parlé de ça, mais moi j'ai plusieurs métiers, hein, je le dis franchement, et c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est pas complètement impossible via les festivals de présenter des films. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'en France, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que quand on est dans un système de préfinancement, c'est-à-dire que toutes les questions des recettes sont amenées en production sur le film, et donc une fois que vous avez fait le film à risque, il reste très peu de recettes sur le film derrière. C'est-à-dire que Canal achète peu, parce que Canal a des obligations, comme il y a toutes les obligations du cinéma français qui font que le cinéma français est assez bien financé, mais au détriment des recettes futures. Donc quand on prend beaucoup de risques, c'est compliqué après de récupérer son argent. Donc il faut être sur des films autoproduits très peu chers. On parlait de Hong Sang-soo. Hong Sang-soo, il fait ses films à $100 000. Voilà, il fait ses films à $100 000, il les vend sur le marché international à 100 000 ou un peu plus, il se paye. Mais $100 000, c'est rien pour un long. C'est-à-dire qu'il le fait avec des acteurs qu'il connaît, il tourne, il est au bord du tourné-monté. Donc il faut une énorme expérience pour pouvoir être dans ce type d'autoproduction. Mais c'est intéressant, on parlait de Romer, c'est le prix de la liberté, c'est voilà, faire un film très peu cher. Donc il ne faut pas commencer à miser, à faire un gros emprunt bancaire pour avoir une grosse équipe, ça ne servira pas à grand-chose, sinon à se ruiner. Il faut trouver déjà sa bonne pratique et tourner peu cher.
Puis je dois dire qu'il y a beaucoup de cinéastes qui, avec le budget d'un court, nous livrent un long derrière. Hein. Ça arrive. Hein. Donc, C'est une bonne tactique aussi. c'est une Et le tactique. CNC n'est pas contre, ferme les yeux là-dessus, généralement. Non. Tu confirmes, Valentine? Alors, les cours qu'on a qui deviennent des longs, on en a. Il y en a un par an, un truc comme ça, soit à peu près un ou deux par an, quoi. Ça dépend des années. Nous, on est très au court métrage. Pour l'instant, on est très ouvert, c'est-à-dire que les projets, s'ils ont un distributeur, ils passent à l'avance après réalisation, le long métrage. S'ils l'ont, tant mieux. Et l'avance après réalisation décompte ce qu'on a donné déjà en première avance sur le cours, et ça devient long, et nous, on ne solde pas le projet. S'il n'y a pas l'avance après réalisation, ou s'il n'y a pas de distributeur, donc on ne peut pas prétendre à l'avance après réalisation, nous, on solde avec un visa de long métrage. Donc on n'a pas plus d'argent, hein, on est sur son aide court métrage, mais on reste en l'état, et on solde le film en l'état. Bon, On peut très pas être bien. plus libre. Hein. Merci à tous nos invités. Merci à vous aussi d'être venus. Voilà, la table ronde est terminée.